Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième conférence du cycle d'événements ADEUS de 2012. Donc ce cycle est attaché aux travaux de prospective de l'agence, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est-à-dire centré sur les enjeux à venir pour ce territoire et la façon dont nous pouvons au présent y faire face. Donc cette conférence est aussi la deuxième d'un cycle à tendance économique. Commencé en février avec Nadine Catence avec une conférence sur les flux, question qui me semble tout à fait importante en termes d'économie, les grands flux et porte d'entrée de la France, et qui devrait être sur notre site pour ceux qui n'ont pu venir la voir. Et ce cycle est complété par la conférence de ce soir sur la question du travail et de l'emploi dans 20 ans. Et ensuite par les filières de la nouvelle croissance, le 12 juin, avec d'ailleurs des collègues de M. Klein, qui sont Cécile Joly et Olivier Passé. Voilà, entre flux, travail et emploi et filières de la nouvelle croissance, l'idée c'est de balayer des sujets très déterminants en termes de prospective et d'économie. L'idée, c'est aussi de savoir progressivement marier la question de l'urbain et la question de l'économie, la question de la prospective et la question de l'action immédiate. Et nous voilà dans ce croisement où, justement, on en parlait. Le fait de savoir territorialiser l'économie et de savoir avoir une lecture des questions urbaines nous semble vraiment quelque chose, des savoir-faire et des apprentissages très importants pour les temps à venir. Pour en revenir à cette conférence, la question de l'emploi, du travail, leur transformation, leur place dans la société constitue évidemment une ligne extrêmement structurante de nos territoires à venir. Déjà, si on regarde depuis les 40 dernières années, le travail et l'emploi ont connu de profonds bouleversements. Bien sûr, leur place dans la considération qu'on donne au travail et à l'emploi, mais aussi la poussée de l'emploi féminin, tertiaire, les emplois de cadre et de profession intermédiaire, le développement des contrats tout court, la précarisation, le chômage de masse, l'intensification du travail, la formation, l'éducation, la confiance en l'avenir de nos jeunes en est profondément marquée. Et à quoi devons-nous nous attendre en 2030 ? Quels sont les leviers d'action ? Ce sont évidemment des questions centrales pour nous. On voit que sur nos territoires, les choix qui seront faits dans le pôle métropolitain d'un niveau d'intégration du marché du travail, les choix qui seront faits ou les réflexions qui seront menées dans le PLU communautaire, les opportunités autour de la formation, les questions de filières transfrontalières ou d'opportunités transfrontalières avec les questions démographiques telles qu'elles se présentent, sont vraiment une façon d'accrocher les éléments, un certain nombre d'éléments de ces questions-là à notre réalité immédiate. Et donc, pour nous éclairer, nous accueillons M. Tristan Klein, qui est docteur en économie du travail et chef de projet prospective des métiers et des qualifications au centre d'analyse stratégique. Vous êtes chargé notamment de piloter les travaux sur les métiers en 2020 et je crois que vous allez bientôt publier ce rapport. Et c'est donc en tant qu'expert que vous nous présentez une approche prospective concrète du travail et de scénarios à l'horizon 2030 avant de répondre à nos questions. Je vais ici vous présenter en fait un exercice qui a été conduit en 2010 et en 2011 au Centre d'analyse stratégique dans le cadre d'un groupe de travail qui était présidé par Madame Odile Quintin. Là, c'est très intéressant d'ailleurs de faire écho à la présentation qui vous sera faite en mi-juin par mes collègues Cécile Joly et Olivier Passet, puisque l'exercice que je vous présente aujourd'hui est un exercice qui est essentiellement qualitatif,
Et je dirais pour une bonne part, son versant quantitatif vous sera présenté en juin prochain. Et d'ailleurs, à ce titre, certes, c'est une part importante de l'exercice qui est de focaliser sur les filières de la nouvelle croissance, mais au-delà de ça, c'est bien plus globalement une approche macroéconomique très, très globale de quelle économie demain. Et d'ailleurs, dans la foulée, dans le prolongement des travaux qui avaient été entrepris en 2009 au Centre d'analyse stratégique dans le cadre d'un rapport présidé par Daniel Cohen sur les secteurs de la nouvelle, sur sortie de crise, nouveaux modes de croissance. En fait, après la crise de 2008-2009 qu'on vient de connaître et qui rebondit, qui a des soubresauts, quel nouveau modèle économique pour la France. Donc, sans plus tarder, j'en viens moi à la présentation. Qui sera structurée en 4 parties. Et d'ailleurs, la première partie ira assez rapidement, puisque, y compris encore Anne Pons, d'abord, ce n'est pas l'essentiel de l'exercice. C'est on l'a construit comme un peu comme un passage obligé. Dans un rapport, il faut aussi des éléments un peu factuels, un peu descriptifs du contexte d'où on part. Mais en plus... Anne Pons vient de les résumer, ces grandes tendances rétrospectives du marché du travail et de l'emploi. Donc je focaliserai principalement sur les 2 éléments structurants de l'exercice, qui sont en fait les deux seconds points, les questions concrètes qu'on a examinées et ensuite les 2 scénarios. Je consacrerai moins de temps aux propositions. Mais parce que en plus il y a à 20 ans sur un champ aussi large que le travail et l'emploi, déjà on avait été assez parfois superficiel dans l'analyse. Alors prétendre que toutes les propositions recoupent exactement tout le champ, d'ailleurs c'est pas vrai, on n'a pas fait cela, on n'a pas prétendu qu'on couvrait tout le champ, et au contraire justement on a focalisé sur quelques propositions que je vous expliciterai, mais je pense que vaut mieux laisser la place à l'échange et au débat entre nous. Donc simplement, le passage obligé aussi, pourquoi ? Parce que moi je ne suis pas un expert de la prospective, loin de là. Simplement d'un point de vue de méthodologie, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, il nous semble nécessaire qu'un exercice de prospective qui vise à dégager des tendances longues, des éléments structurels, y compris d'identifier aussi des éléments de plus de rupture, et donc de distinguer entre ces éléments structurels, tendances lourdes et les éventuels points de rupture, ceux qu'on va après choisir de mettre en scène. D'ailleurs, nous, c'est moins ce qui va se passer que ce qui pourrait se passer. Et d'ailleurs, je ne sais plus, vous avez dit qui doit, moi je dis qui pourrait, ou qui peut. On est bien dans le possible, d'ailleurs, nous, plus que dans le souhaitable. Mais donc, il y a bien un exercice préalable qui est de regarder les tendances historiques sur le passé pour dégager ces tendances lourdes. Donc, simplement, on vous a dit, je ne reviens pas sur les points saillants des évolutions des 30-40 dernières années. Peut-être si des éléments plus sociétaux ou plus sur les transformations du travail et de l'emploi, qui sont le fait que, du point de vue des entreprises, un contexte de mondialisation, poids croissant de la sphère financière, donc ça pèse sur l'évolution du modèle économique. En même temps, du point de vue interne aux entreprises, le constat que faisait le groupe de travail, peut-être c'est l'occasion de le rappeler, de préciser, un groupe de travail donc était notamment par rapport à l'exercice précédent, conduit au Centre d'analyse stratégique, qui en fait avant était le commissaire général du plan, donc était le travail dans 20 ans, donc le rapport Boissonnat de 1994, qui était un groupe où, dans la tradition du plan de l'époque, il y avait des experts, mais aussi des partenaires sociaux, et dans les experts, une place équilibrée entre les experts de l'administration et les experts du monde académique. C'est vrai que
le choix du groupe qu'on a constitué en 2010-2011 s'est focalisé plutôt sur un groupe de l'administration. Il y avait quelques experts du monde académique. Il y a eu des échanges, des confrontations avec les partenaires sociaux, mais les partenaires sociaux n'étaient pas membres du groupe de travail. Donc il n'y avait pas la dimension diagnostic partagée des partenaires sociaux, comme ça avait pu être le cas dans le cadre du rapport du plan, du rapport Boissonnat. Ce qui fait que si vous regardez le rapport qui est sorti donc l'an dernier, vous ne trouverez pas ce qu'on trouvait à l'époque, c'est-à-dire les prises de position des partenaires sociaux pour soit exprimer leur assentiment, soit au contraire se démarquer des conclusions du rapport. On n'est pas dans ce registre-là. Donc je ferme cette parenthèse sur les acteurs, qui a construit, qui a porté ce diagnostic. Mais on a identifié que du point de vue des relations internes aux entreprises, les profondes mutations économiques globale et ce qui s'était donc produit sur le marché du travail, par exemple la tertiarisation, la féminisation, les difficultés du marché du travail des jeunes qui se poursuivaient, des légères améliorations du côté du marché du travail des seniors, par exemple, et le maintien d'un profond chômage de masse, là pour vraiment à gros traits retracer les faits saillants du marché du travail, des évolutions du travail et de l'emploi des 30 dernières années. Ça n'avait pas eu d'impact sur l'évolution des relations sociales internes aux entreprises. Et que, à contrario, il nous semblait que des pressions nouvelles se faisaient jour de l'extérieur sur les entreprises. Je dirais, nous on a dit les entreprises font face à de nouvelles attentes. Et que ça soit sur une demande, bien sûr c'était la loi de 1971 sur la formation et renouvelée en 2009, donc sur la question de l'effort de formation. L'alternance, les stages, et avec une demande ou une pression ou parfois une confrontation sur, par exemple, le rapport au travail ou la place donnée, par exemple, aux stagiaires. Je prendrai que cet exemple-là, les débats qu'il y a pu avoir avec des collectifs de stagiaires. La question de l'égalité homme-femme au travail, qui, sur les 30 dernières années, a pris une place croissante. À laquelle s'est ajoutée la question de la diversité, qui l'englobe, mais tout en la dépassant, au sein dans la diversité au travail et dans les entreprises. La question aussi de l'ancrage territorial de ces entreprises, qu'on peut traduire d'ailleurs, et ce qui fait qu'on a mis des propositions, un axe fort de propositions sur ce thème, le fait que la question de la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale des entreprises soit devenue une revendication croissante dans la société civile, chez les acteurs sociaux, illustre ces différentes dimensions des attentes nouvelles vis-à-vis des entreprises. Et donc le développement durable comme autre dimension, je dirais exogène au départ par rapport au travail et à l'emploi, mais qui vient percuter ou influencer les évolutions du travail et de l'emploi. Et puis troisième, autre balayage, je dirais, qu'on peut faire sur ce regard rétrospectif, aussi éléments de contexte. C'est là dans le rapport les éléments un peu quantitatifs ou exogènes à la question du travail et de l'emploi qui nous semblait nécessaire de porter à la connaissance du lecteur. Donc vous avez à la fois dans la note de synthèse et dans le rapport. Et là que je vais aussi brosser à très, très grossier, puisque en partie Cécile Joly et Olivier Passet pourront revenir dessus, parce que ce sont des éléments qu'on retrouve très largement, soit tous les éléments quantitatifs, eh bien, ils structurent la modélisation qu'ils vont vous présenter, et du point de vue plus qualitatif, ça structure également la réflexion sur le nouveau modèle de croissance. Mais bon, quand même, je les évoque. Le fait qu'on soit dans un contexte démographique ou avec une croissance démographique qui continue, finalement, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore une dizaine d'années, et même encore 5 ans. En fait, il y a 10 ans, on disait à partir de 2006, la population active va décroître. Il y a 5 ans, on disait à partir de 2005-2010, la population active va ralentir. Aujourd'hui, la population active, elle continue à croître finalement de manière assez dynamique.
et assurément sur les 10 prochaines années, et si on prolonge au-delà de 2030 sur des dynamiques qui sont quand même, surtout quand on compare avec nos voisins et en particulier avec l'Allemagne, sans commune mesure avec ce que connaissent de nombreux pays européens et en particulier l'Allemagne. Donc il y a vraiment une dimension qui est forte et qui est couplée avec la question du vieillissement de la population. Donc on a une population qui continue à croître en France et qui vieillit. Un vieillissement qui est un vieillissement par le haut, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de fécondité et de rétrécissement de notre jeunesse. On a une jeunesse qui est encore très dynamique et qui va continuer à l'être. Mais par contre, c'est vraiment le fait que la population croisse surtout par le grand âge, et notamment au-delà de 80 ans, 85 ans, et même dans les projections de population de l'INSEE, des chiffrages sur 100 000 centenaires à l'horizon 2050, sur vraiment des transformations très, très profondes. D'ailleurs, ce qui augure, et ça structure aussi la réflexion que vous présenteront Cécile Joly, Olivier Passet, ou du rapport sur les métiers en 2020, qui est les enjeux du vieillissement de la population. Par exemple, les enjeux en termes d'emploi. Donc là, moi, c'est des sujets que je n'aborderai pas, je les ai évoqués, je n'y reviendrai pas, mais qui sont quand même à avoir en élément de contexte. Donc ça, je dirais, ça fait partie des certitudes. A contrario, les incertitudes, c'est les incertitudes sur la croissance économique. Avec la Direction générale du Trésor, le Centre d'analyse stratégique, l'an dernier, avait sorti 5 scénarios de croissance possibles, donc croissance économique, évolution de l'emploi. Dans l'exercice qui vous sera présenté en juin, il y a 3 scénarios. Donc en tout cas, ça traduit bien. C'est pas simplement une manière de souscrire à tout prix, à tout craint au canon de la prospective et à la française, c'est-à-dire la méthode des scénarios. C'est vraiment, et surtout dans l'exercice avec la Direction générale du Trésor, qui n'est pas connue pour ne pas proposer aux décideurs, aux lecteurs, une vision très claire du chemin de croissance. C'est vraiment parce que toute l'expertise accumulée, on n'est pas capable de savoir très précisément où on va. Et que la palette des chemins de croissance et d'emploi pour l'économie française sur les 20 prochaines années est assez large. Tout en restant raisonnable, sans adopter des scénarios par exemple là, ce qui pourrait, parce que dans les travaux là, du Centre d'analyse stratégique qui vous seront présentés en juin, on a une teinte croissance verte ou économie verte dans le nouveau modèle de croissance, et sans retenir des scénarios à la négawatt ou des plus militants qui vont vers des ruptures, tout en restant assez raisonnable finalement dans le chemin de pensée et dans la manière de construire la modélisation. Donc vraiment ça c'est le grand domaine d'incertitude. Malgré tout, dans ce contexte, il y a quand même des éléments plus structurels. L'interrogation, c'est à quel horizon temporel, même dans les 20 ans, est-ce que on a la garantie que ça arrivera, donc qui sont donc le vieillissement que j'ai évoqué, la transition écologique de notre économie et la révolution servicielle. Donc je rentre pas dans le détail, éventuellement dans la discussion on pourra y revenir, et puis surtout mes collègues aborderont profondément ces sujets, mais l'interrogation, ça n'est pas sur le fait que ces transformations soient à l'œuvre, c'est vraiment sur le rythme et sur les formes qu'elles vont prendre. Surtout sur le vieillissement et la transition écologique, parce que on a une croissance, une hausse, une augmentation du coût des matières premières et de l'énergie qui est telle et qui est pronostiquée et programmée pour les 20 prochaines années, qui va peser comme une contrainte très forte sur notre modèle économique. L'imbrication avec la révolution servicielle, c'est quelque chose qui est peut-être plus ambivalent, sur lequel on pourrait s'interroger davantage. Mais voilà, je leur laisse la question. Et puis, dernier point dans ces éléments de contexte, avant de vraiment rentrer sur le domaine qualitatif du travail et de l'emploi, ce sont les transformations sociétales. Donc ça, je m'attarde peut-être un peu plus, même si vous allez y revenir à partir de juin et à l'automne, ce qui est une très bonne chose aussi. Trois éléments. Donc des transformations sociétales qui sont très profondes. La poursuite de l'individualisation de la société, comme un phénomène structurel
auxquelles on peut difficilement échapper. La question de la diffusion du numérique dans notre vie quotidienne, dans notre société, donc y compris au travail, ça j'y reviendrai, et les préoccupations écologiques et la recherche du bien-être, en fait sur le rapport à notre modèle social, notre modèle, nos modes de vie, qui tiennent aussi compte du fait qu'on a atteint un niveau de développement, malgré la crise, malgré ce que les 30 dernières années, certains les ont caractérisées de 30 piteuses, par opposition aux 30 glorieuses qui les avaient précédées. Et malgré ça, notre société, notre économie a continué de s'enrichir. Donc elle a continué à acquérir un stade de développement et qui fait qu'elle a un rapport au bien-être ou des attentes très particulières sur le bien-être dont les considérations écologiques et environnementales sont une des dimensions. Mais qu'on n'a pas réduit, nous, à ces considérations-là. Prenons les questions de santé. On verra que, par exemple, sur les questions de conditions de travail et de santé au travail, ça aura une importance. Le fait que la société soit en train d'évoluer dans cette direction-là. Et donc, qui sont de nature aussi à transformer le modèle de consommation. Donc ça, ce sont des éléments importants. Alors, donc j'en viens maintenant au cœur de la réflexion et de l'analyse du rapport sur tout d'abord les 5 questions concrètes qu'on a, donc d'un point de vue méthodologique, qu'on a examinées pour brosser le tableau à la fois des tendances lourdes et aussi essayer de projeter notre réflexion, qui sont en fait pourquoi on travaille, pour qui, comment, où et quand. Voilà, donc je vais revenir, mais c'est assez simple, assez sommaire comme approche, mais en fait ça traduit tout simplement une réflexion peut-être plus sophistiquée, qui est finalement à l'échelle historique depuis la révolution industrielle, donc depuis le milieu du 19e siècle. Finalement, on avait une concentration du travail autour des 3 unités de temps, de lieu et d'action. Et que finalement ça pouvait assez bien résumer la société industrielle, et d'ailleurs c'est pas simplement pour demain, mais qu'en fait depuis 20 ou 30 ans, eh bien cette structuration sur ces 3 unités était en train d'éclater, ou bien sûr avec des formes hétérogènes, diverses, des modalités non uniformes, mais par contre il y a déjà une interrogation assez ancienne finalement sur ce phénomène. Et donc finalement, les 5 questions permettaient d'illustrer cette grille d'analyse de cette transformation. Donc vous voyez, il y avait aussi donc le souci d'être très concret, un peu parce que aussi d'un point de vue méthodologique, donc le regard rétrospectif, ça a été une séance importante de travail du groupe, c'est de revenir en détail sur le travail du rapport Boissonnat. Non pas dans une optique de prospective, de se dire la prospective, ça n'est pas de la prévision, on n'est pas Madame Irma, ni essayer d'avoir les résultats du PMU pour être riche demain. C'est vraiment regarder, c'est se projeter dans l'avenir à partir d'un regard rétrospectif pour agir aujourd'hui. Donc idéalement, et si tout se passe bien, on va changer l'horizon et le chemin. Et donc, on ne retrouvera pas les résultats qu'on avait identifiés au départ. Donc, normalement, on doit se tromper. On ne doit pas prévoir précisément les choses. Donc, par contre, c'était très intéressant de regarder le rapport Boissonnat qui nous avait semblé, a posteriori, excessivement, je dirais, macroéconomique et conceptuel. C'est-à-dire très général, très global. Il y avait 4 scénarios. Finalement, on se retrouvait... aucun scénario n'avait marché, mais tous avaient marché. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Et aussi que autre élément important, c'est que finalement, les évolutions étaient beaucoup plus lentes que ce qu'attendait le rapport Boissonnat, et que finalement, la plupart, quasiment toutes les questions que posait le rapport Boissonnat étaient toujours là. Et on n'avait pas plus de réponses. Et que sa manière, les réponses qu'apportait le rapport Boissonnat aux tendances qui étaient évoquées, c'est ces réponses qui n'étaient pas encore arrivées. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est que la visibilité du rapport s'était focalisée sur des propositions de politique publique autour du contrat d'activité, des transformations du rapport au contrat de travail. Et puis il y avait aussi, je dirais, dernier point, les éléments, peut-être qu'il s'était
trop immergé dans le contexte. C'était l'époque de la fin du travail, des travaux de Dominique Méda ou de Viviane Forester, une contestation assez forte du travail, et que finalement, on n'avait pas du tout retrouvé ce questionnement par la suite, et que ça avait même, au contraire, été peut-être plus un effet de mode qui avait disparu au bout de quelques mois, voire quelques années. Et donc, ça va être aussi un élément important dans notre réflexion, c'est de se dire le caractère très important de donner plutôt du crédit aux tendances de très long terme, et donc de faire vraiment un regard très historique, et d'assumer ce côté lent, même si on va parfois, et j'y reviendrai sur les scénarios, choisir des accélérations temporelles. Donc alors, le pourquoi, la première question, on a envisagé la réflexion sous 2 angles, tout d'abord du point de vue de l'individu et ensuite du point de vue de l'entreprise, qui est en fait la question du rapport au travail et de la place du travail dans les facteurs économiques. Alors, du point de vue de l'individu, effectivement, il y a trois dimensions du travail dans les différents travaux. J'ai évoqué Dominique Méda, mais il y en a d'autres, sur pourquoi les gens travaillent. Et il y a donc tout d'abord la question de l'indépendance économique, où on travaille pour le salaire, enfin pour la rémunération. Je dirais c'est ce qu'on appelle la dimension instrumentale du travail. Il y a le deuxième élément, c'est l'épanouissement personnel. Ce que Marx appellerait le homo faber, c'est-à-dire je travaille pour l'œuvre concrète de l'activité, et l'œuvre concrète qui peut m'apporter un épanouissement, d'un intérêt personnel. Alors bien sûr, ça va varier suivant les situations et suivant les personnes, suivant les moments. Et puis, troisième dimension qui est le travail comme dimension sociale. Alors, pas forcément d'ailleurs le travail abstrait qu'évoquait là aussi Marx dans sa dissociation, qui était plutôt lui, derrière le travail, l'emploi, c'est-à-dire la dimension sociale, en fait, ce qui est rattaché au travail, ce qui va faire que en étant comme travailleur, on va être inséré dans la société, dans ces mécanismes sociaux globaux. Mais là, plus nous, comme dimension concrète, c'est-à-dire les échanges avec les collègues. Et là, c'est des travaux qui sont très illustrés et connus depuis les années 30. En fait, ce qu'on appelle, c'est l'expérience de Lazarsfeld, qui est un sociologue, sur les chômeurs de Marienthal. En fait, ce qui était de mettre en évidence le fait que quand les gens perdaient leur emploi, finalement, ce qu'ils regrettaient le plus, c'était pas la perte de revenus, c'était vraiment la perte de lien social et de relations sociales, du rapport aux collègues au travail. Et donc de considérer que ces 3 dimensions, elles étaient inhérentes au travail et au rapport au travail de tout un chacun, avec des combinaisons complexes, certains suivant le contexte, certaines dimensions étant plus mises en avant que d'autres. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que donc depuis, par rapport à ces travaux parfois historiques ou philosophiques ou sociologiques, par exemple François Vatin, dans la question sur la valeur travail, là, en 2007, revenait aussi sur ces dimensions. Par exemple, si on prend les travaux de Dominique Méda et Lucie Davoine, c'est que maintenant on a des comparaisons internationales d'enquêtes sur les représentations et sur les valeurs, et qu'on peut positionner la France relativement à d'autres pays. Et même si je fais écho à des travaux très récents qui complètent ces sujets, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut positionner les générations ou différentes caractéristiques ou variables de population suivant les pays. Et donc d'ailleurs, ce qu'on va voir, c'est que le fait sociétal, c'est-à-dire l'effet culturel propre à chaque pays, c'est ça qui va apporter plus de différence que à l'intérieur de chaque pays, entre générations, entre territoires ou autres. Et donc là, je ne sais pas si vous le savez, mais à gros traits, on voit qu'il y a une place très importante du travail en France relativement aux autres pays. Non pas sur le premier terme, qui est assez fort dans tous les pays, c'est bien à l'évidence, on pourrait même dire on travaille d'abord pour gagner sa vie, mais surtout sur l'épanouissement personnel et encore plus sur la question de la dimension sociale. Et ça, c'est un élément qui est très fort donc, dans l'attachement au travail, avec une autre difficulté qui est dans le cas français, c'est qu'on a aussi, dans ces enquêtes sur les valeurs, un attachement très important à la famille. Et par contre, la difficulté qui va naître, c'est de concilier les deux.
Et là, une souffrance, et y compris ce qu'on voit dans ces enquêtes, c'est que les Français se plaignent plus que les autres de souffrir au travail, et donc dans des rapports paradoxaux au travail. Et d'ailleurs, je le dis, ça renvoie pas du tout à la situation du marché du travail, parce que dans ces données, on peut à la fois confronter des pays où il y a beaucoup de chômage, d'autres où il y en a moins, et on peut aussi, y compris, faire des évolutions dans le temps. Maintenant, on a suffisamment de recul historique sur ces enquêtes, et donc de considérer que ces éléments sont assez structurels, et vraiment c'est un caractère culturel. Alors, donc ce qui fait que nous on a prolongé cette dimension, on a considéré que ce rapport au travail allait demeurer du point de vue de l'individu au cours des 20 prochaines années, avec néanmoins peut-être un potentiel d'affaiblissement qui était du côté, en fait, autour de cette question de l'articulation vie familiale, vie professionnelle, et qui surtout, y compris parce que dans les enquêtes où on pose des questions spécifiquement sur ces sujets, on voit que, alors au-delà éventuellement d'une dissociation qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, mais ça renvoie aussi au partage inégal des tâches au quotidien, dans la double journée des femmes par rapport aux hommes, qui est encore un élément assez structurel aujourd'hui, même si ça progresse du côté des hommes. Par contre, en termes d'attente, donc là je ne dis pas en termes de réalité, mais en termes d'attente, on voit que chez les jeunes générations, y compris chez les jeunes hommes, il y a une demande plus forte de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et donc, voilà, nous on a dit le modèle dominant, c'est qu'on reste sur le schéma actuel, mais il ne faut pas exclure, on l'a mis plus comme une variante, un affaiblissement du rapport au travail sous cet angle-là. Du point de vue des entreprises, là c'était l'interrogation sur l'arbitrage entre capital, travail non qualifié et travail qualifié, en interrogeant y compris la question de l'automatisation du travail, du ressort à la technique, et donc dans cet arbitrage capital-travail, donc avec dans les facteurs d'évolution, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'automatisation, mais aussi la dimension relationnelle et servicielle de l'activité. Donc, ce qui fait que d'un côté, il y a des éléments qui vont pousser plutôt à l'affaiblissement du recours au travail, qui sont l'automatisation et les TIC, y compris parce que les TIC permettent de routiniser du travail intellectuel, ce qui était hier plus difficile, voire impossible, et pas simplement du travail manuel, ce qui était assez, déjà très largement connu et pratiqué, alors qu'au contraire, la dimension servicielle et relationnelle, elle renforce la dimension non routinière, parce que la relation de service est une relation co-construite entre le travailleur et le consommateur. Et donc, c'est très difficile de se passer de l'homme dans une relation humaine et sociale. Même si, et surtout parce qu'on a considéré, dans l'échelle de temps qui était la nôtre, c'est-à-dire 20 ans, qu'il n'y avait pas de progrès suffisant des systèmes experts, de l'intelligence artificielle, pour le dire autrement, pour que la machine puisse vraiment complètement remplacer l'homme sur la totalité de la relation de service ou humaine. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas en partie. Les guichets automatiques, c'est pas nouveau, ou les logiciels vocaux dans des relations de service. Mais dans la complétude de la relation de service, il y a bien un moment donné où il y a une relation humaine qui s'inscrit, et surtout, du coup, une concentration sur une relation humaine de qualité ou de plus haute valeur ajoutée. Donc, ce qui fait qu'il nous semblait qu'il y avait un maintien d'une demande de travail de la part des entreprises, et dès lors, pas forcément déséquilibré entre travail qualifié et non qualifié, puisque tout ce qui allait plutôt rentrer en jeu, c'est routinier versus... le routinier étant appelé plutôt à disparaître, et le non routinier étant, lui, toujours présent et voire renforcé. Et là aussi, on renvoie aussi les résurgences, par exemple sur le travail manuel, les travaux qui ont mis en évidence, il y a une note de Marie Durubella qui synthétise les travaux américains, mais sur ce qu'on a appelé l'intelligence de la main, c'est-à-dire une réflexion sur finalement le travail manuel est peut-être aujourd'hui plus enrichissant pour l'individu que certains travaux intellectuels, y compris très qualifiés. Un des auteurs avait fait un doctorat de philosophie et travaillé pour un think tank américain, avait l'impression en fait de pondre du rapport sans intérêt, et que finalement il a pris une activité de réparateur de motocyclettes, et il trouvait plus d'intérêt et plus d'intelligence dans cette activité-là qu'il exerçait au départ en tant que loisir.
Deuxième question, le pour qui. Donc c'est toute la question, en fait, d'une part, des formes de travail et d'autre part de la mobilité, donc des relations dans ces évolutions du travail. Donc dans les transformations ou dans les tendances lourdes, l'idée on avait un salariat qui était toujours prédominant. On a aujourd'hui 90% de l'emploi qui est sous mode salarié et donc qui est aujourd'hui assez stable par rapport aux 60-70% qu'on connaissait il y a 30 ou 40 ans. Et à l'échelle d'ailleurs des pays industrialisés, c'est quelque chose qui est très partagé. Il y a 2 pays où on voit des frémissements sur les 20 dernières années, qui sont la Suède et le Royaume-Uni, d'affaiblissement du salariat, mais très, très modeste. Donc pas du tout aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les États-Unis sont le pays du salariat par excellence, sont même au-dessus du 90%, ils sont au-dessus de nous. Par contre, on a bien identifié des recompositions internes. D'une part, autour des processus de multi-activité et multi-statutaire. Bon, bien sûr, alors, phénomène de mode ou pas, mais autour de l'auto-entrepreneuriat. Qui est pour une bonne part exercé par des gens qui ont par ailleurs un statut de salarié, de fonctionnaire ou je sais pas, d'agriculteur. Enfin, on a vu que c'était plutôt des multi-statuts qu'un nouveau statut, même s'il est porteur d'un nouveau statut juridique à la base. Et puis, au sein même de chacune des branches, des transformations. Par exemple, parmi le travail indépendant, c'est bien connu, mais l'affaiblissement du travail indépendant habituel ou traditionnel, agriculteur, profession libérale structurée, organisée, réglementée, et puis l'émergence de nouvelles professions libérales déréglementées, c'est-à-dire ni les notaires, ni les médecins, mais le consultant, qui est né, en fait, qui est une profession libérale, mais qui peut aussi exercer en tant que salarié, donc avec là aussi parfois des changements de statut au sein du cycle de vie, tout au long d'un cycle de vie. Et derrière la question de l'interrogation sur la subordination. C'est-à-dire que même s'il y a prédominance du salariat, il peut y avoir remise en cause de la subordination ou des formes extrêmes de la subordination. En fait, derrière, ça renvoie à la tendance lourde de l'individualisation de la société, mais sur des transformations du lien entre autorité et autonomie au sein au travail, une demande plus forte d'autonomie, une remise en cause de l'autorité hiérarchique, je dirais exogène et ex-ante, au profit d'autorités exemplaires et autorités concédées par les collaborateurs. Donc autorité fondée sur l'expertise, autorité fondée sur la preuve. C'est-à-dire j'ai fait la preuve de ma capacité à manager, ma capacité à apporter à du collectif. Bien sûr, tout ça est assez schématique, mais en tout cas, c'est bien les tendances qui sont à l'œuvre et qui expliquent la difficulté ou la remise en cause de la subordination, surtout si on y ajoute l'affaiblissement des frontières de l'entreprise, la mondialisation, le fait que votre manager peut être à 5000 km dans une structure juridique qui n'a rien à voir avec vous, et y compris qui ne se pose pas la question, parce que le lien peut se dissocier aussi vite qu'il était arrivé, avec les fonds de pension ou les investisseurs institutionnels, des fonds de capitaux, des holdings qui possèdent des entreprises. Donc voilà, la question du lien juridique et sa transformation en lien de subordination tel que c'était auparavant dans la société industrielle, sans même parler du paternalisme et du corporatisme dans certains modèles d'entreprise, je sais pas, Michelin par exemple, voilà, qui subsistent aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, il y a des transformations qui sont à l'œuvre de ce point de vue-là et qui posent d'ailleurs des vraies questions aussi après en termes de cadre juridique, par exemple sur le temps de travail. J'y reviendrai sur le camp. Et puis du point de vue des mobilités, c'est aussi le fait qu'on a une tendance à la hausse sur les mobilités, mobilité interne, mobilité externe, mais c'est plutôt les mobilités externes qui sont les plus dynamiques depuis 30 ans. Et là, l'avenir est fait de mobilités plus nombreuses. Ça, effectivement, ça va se prolonger. Sans toutefois tomber dans ce qu'on dit parfois, je dirais un peu comme une tarte à la crème. On dit, voilà, demain, tout le monde exercera changera 5 fois de métier dans sa vie, exercera 5 métiers. Non, enfin, pas plus que par le passé. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'un côté des gens qui sont vraiment sur des univers professionnels où ils vont exercer le même métier toute leur vie. Les médecins, les enseignants, les cuisiniers,
Parce qu'il y a des typologies qui existent aujourd'hui, qui sont documentées sur données françaises et qui seront toujours a priori vont toujours continuer à exister demain et sur ces mêmes modèles. Il y a aussi des marchés professionnels, c'est-à-dire des gens qui en fait exercent le même métier toute leur vie, même s'ils changent d'employeur et de statut. C'est le consultant informatique était informaticien qui devient consultant en organisation, mais en fait et qui change de statut, mais qui en fait fait un peu souvent le même emploi. Il y a aussi les transformations. Les mobilités internes, les marchés internes, donc là c'est plus le monde par exemple de la banque ou de la fonction publique, où là les gens peuvent être amenés à changer de métier, mais en fait dans un cadre professionnel avec le même employeur et en fait sur des schémas finalement pas si avec des mutations pas si importantes que ça sur le cycle de vie. Et puis par contre des marchés beaucoup plus instables. Et en fait on constate dans ces travaux-là que 70% des personnes qui passent par le marché du travail, c'est en fait donc qui par la case chômage, changent de métier en 5 ans. Effectivement, là le passage par le chômage est un accélérateur de changement de métier. Mais c'est davantage vrai pour les moins qualifiés et pour les jeunes peu qualifiés en début de carrière. Donc c'est une évolution, enfin c'est un panorama qui est assez contrasté. J'ai pas le temps, mais dans les travaux, on renvoie aussi, on est capable aujourd'hui de chiffrer et de voir qu'en fait les différentes configurations que je viens d'évoquer sont à peu près équilibrées entre 25, entre un quart des situations et un tiers. Donc il n'y a pas une situation qui prédomine par rapport à toutes les autres. Par contre, donc il y a bien cette accélération cet accroissement des mobilités, et donc mobilité plus complexe parce que des combinaisons entre mobilité dans des réseaux, sur des marchés professionnels, c'est-à-dire où il y a une compétence exogène assise sur un capital humain très formel et qui fait que du point de vue de l'employeur, finalement, pour l'employeur, qu'il vous embauche en tant que salarié ou avec une prestation de service, finalement, c'est pas si important parce qu'il a la garantie de ce que vous allez être en capacité de faire. Parce que la compétence, elle est exogène à l'exercice du métier dans l'entreprise. Bon, par exemple, après ça renvoie à des modèles organisationnels plus ou moins spécifiques sur le marché. J'évoquais les infirmières qui peuvent, au cours de leur vie, dans un hôpital en tant que salarié, en intérim d'ailleurs d'abord, et puis à la fin en libéral, mais en fait parce qu'elles ont bien une compétence qui est exogène et très, très, très forte, mais c'est vrai aussi sur les informaticiens dans les sociétés de services et d'ingénierie informatique. Donc il y a des modèles après organisationnels qui vont être spécifiques à chaque marché, mais il y a le fait saillant, c'est la transformation des mobilités. Et puis donc ce qui interroge sur les politiques de flexicurité, l'enjeu de la mobilité et de la sécurisation des parcours professionnels. Donc ça, j'y reviendrai plus sur les propositions. Sur le comment, il y a 3 axes de réflexion sur les transformations du travail. Tout d'abord, la poursuite de la diversification des modes d'organisation. On a plusieurs formes d'organisation qui cohabitent en France, même si on est un peu différent d'autres pays européens, notamment je pense aux pays du nord de l'Europe, puisqu'on a un modèle, je dirais, forme assez simple, donc qui est plutôt chez les travailleurs indépendants, des formes de taylorisme, donc qui sont assez habituelles dans l'industrie et assez traditionnelles en France, qui ont d'ailleurs évolué à l'échelle internationale sous des formes ce qu'on appelle la lean production ou toyotisme, donc le taylorisme à la japonaise, donc avec un enrichissement du travail et aussi une accentuation du rythme avec sur des modèles d'échange de travail associés à de l'échange d'informations. Qui est aussi assez diffusé en France également. Il n'y a qu'à voir les évolutions des entreprises automobiles françaises. Et puis des formes de travail beaucoup plus, de ce qu'on appelle les formes apprenantes, c'est-à-dire de travail beaucoup plus collaboratif et collectif, qu'on retrouve plutôt dans les univers les plus qualifiés, sur le travail intellectuel, où là, même si on les retrouve en France, c'est là où on est vraiment moins développé que dans les pays du nord de l'Europe. C'est quand on regarde les travaux de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, on voit bien au fil du temps le maintien de la différence française par rapport à ces pays-là. Et sans savoir quelles pouvaient être à l'avenir les formes qui allaient prédominer. À la limite, on a laissé ça au scénario.
Deuxième problématique, c'est la question de la santé au travail, qui va bien sûr dépendre de l'évolution des conditions de travail. Alors, sur les conditions de travail, objectivement, c'est complexe parce que d'un côté, on a une tendance historique à la baisse des accidents du travail, qui traduit, dans le cadre de la désindustrialisation, une amélioration aussi des conditions de travail, par exemple, moins de port de charges lourdes, moins d'exposition aux substances dangereuses et au bruit, aux nuisances, qui sont quand même concentrés sur l'industrie et sur le travail agricole. Mais par ailleurs, corrélativement, une montée, voire une explosion des maladies professionnelles et des risques psychosociaux. Et ça, dans le groupe, ça a été quelque chose qui a été bien identifié et sur laquelle il a été difficile de trancher parce que c'est deux registres assez différents et qu'on ne peut pas opposer pour la souffrance de la personne entre un accident du travail, je dirais physique, tel qu'on se l'identifier, qu'en plus qui est bien identifié par notre appareil statistique et par notre appareil juridico-social, dans le cadre de la déclaration sur les accidents du travail. Et que par contre, du point de vue des maladies professionnelles et des troubles musculo-squelettiques, on sait bien qu'il y a ce qui est déclaré, mais qu'en fait, il y a tout ce qui n'est pas déclaré et qui est très difficile à faire émerger. Donc c'était ça aussi la difficulté dans l'arbitrage, dans l'équilibre entre les deux phénomènes. Par contre, l'élément qui est, je dirais, la certitude, c'est l'imbrication croissante de la problématique de santé au travail, du fait de cette préoccupation sur les troubles musculo-squelettiques et sur les risques psychosociaux, et le fait qu'il y ait une imbrication entre santé au travail et santé publique. On l'a vu avec la question du tabac, on l'a vu avec la question de la grippe, de H5N1, la grippe A, voilà. Assez vite, les sujets viennent de l'extérieur dans le monde du travail, alors qu'avant, d'ailleurs, c'était plutôt les problématiques santé au travail par rapport à des problématiques santé publique. Et aujourd'hui, on a du fait de la désindustrialisation aussi et de l'allongement du cycle de vie, eh bien, des réflexions sur les pénibilités, le cumul de pénibilité dans le temps, et la préoccupation de l'emploi des seniors qui interroge sur la capacité à tenir un emploi sur la longue durée et donc les persistances de certains risques. Surtout quand on incorpore l'existence ou la survenue de nouveaux risques, les nanotechnologies, les risques liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là qu'on n'a pas trop examiné dans le cadre de ce rapport, mais par contre davantage dans un autre rapport publié par le Centre d'analyse stratégique et la Direction générale du travail, donc qui est la question de l'impact des TIC sur les conditions de travail, je vous renvoie, qui est sorti en février dernier. Et donc une préoccupation croissante autour de la santé au travail qui va perdurer au cours des 20 prochaines années. Et puis troisième problématique, c'est la question de la gestion de l'emploi et des compétences, dans le comment, c'est-à-dire comment on met en œuvre les compétences et comment ces compétences sont gérées par les employeurs et gérées par l'ensemble des acteurs, et y compris les individus eux-mêmes tout au long de leur cycle de vie. Et là, donc bien sûr, il y a un consensus du groupe de travail sur la nécessité de développer la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, mais une interrogation sur la capacité de passer de la théorie à la pratique. Parce que la GPEC, on en parle depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je. L'enjeu de la réflexion des approches compétences. Par contre, sur le terrain, et c'est vraiment, et surtout si on rajoute la petite couche gestion territoriale de l'emploi et des compétences, ou GPEC territorial, on voit que c'est difficile de passer aux vraies initiatives et aux bonnes pratiques. Et là, de ce point de vue-là, nous, la tendance qu'on a prolongée, c'est plutôt celle qui était de dire qu'on allait avoir une diffusion limitée de la GPEC, en fait concentrée sur les grandes entreprises et sur les main-d'œuvre, je dirais, cœur de métier. Donc en fait dans une dimension de renforcement de la segmentation, et que donc ça veut dire que les main-d'œuvre, enfin les catégories plus externes, que ça soit moins qualifiées ou externalisées, sous-traitance, intérim, CDD, et puis donc bien sûr aussi dans d'autres approches, ça veut dire que les populations qui sont plus concernées par ces emplois, c'est-à-dire les jeunes,
les travailleurs immigrés, par exemple, mais aussi éventuellement les femmes, qu'on retrouve davantage dans ces emplois plus précaires, seraient moins concernés par la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, alors que peut-être qu'ils en auraient davantage besoin. Donc ce qui fait que la promesse étant pas forcément réalisée, on a introduit des variantes où éventuellement on y envisageait qu'on puisse avoir une amélioration de cette prise de conscience, notamment sous l'angle par exemple de la question de l'enjeu de l'emploi des seniors et du contrainte dans le vieillissement de la population active. Il y a une dimension qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que c'est un vieillissement avec l'arrivée à l'âge de la retraite des générations de baby-boom. Et donc, c'est un vieillissement avec une mutation démographique, c'est-à-dire avec une personne sur 4, si on prend les 10 prochaines années, qui va partir à la retraite, qui est en emploi aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ça, c'est nécessairement une situation qui va se traduire par des reconversions, des restructurations, des reconfigurations de l'emploi, et que compte tenu, y compris du contexte économique et macroéconomique, on ne va pas avoir un remplacement un pour un des départs en retraite. On le voit dans la fonction publique déjà. Mais c'est vrai aussi dans de nombreuses organisations et que c'est plutôt dans le cas de transformation et de restructuration. C'est-à-dire que la mutation démographique permet les restructurations, y compris la gestion sociale des restructurations. On était très fort parce qu'on faisait ça depuis longtemps avec les pré-retraites. Mais là, on va depuis 5 ans et pendant les 10 ou les 15 prochaines années, continuer à expérimenter ça dans le cadre du vieillissement. Quatrième point, le « où travaille-t-on » donc là, qui renvoie à vos échos, et malheureusement, je n'aurai pas forcément le temps, parce que je suis déjà assez long, de creuser aussi largement qu'il le faudrait compte tenu de vos problématiques territoriales. Il y a 3 axes. C'est d'une part la question de la répartition spatiale des emplois à l'horizon des 20 prochaines années. En fait, c'est l'interrogation de la localisation de l'emploi et du lien entre l'emploi et le travail et les autres motifs de localisation géographique qui sont par exemple les choix de vie et donc en fait notamment le logement ou le choix du cadre de vie. Là, c'est plus en écho d'ailleurs à des problématiques qui ont été soulevées dans l'exercice Territoire 2040 de la DATAR, qui était de considérer que en fait, d'une part, il y a une certaine proximité. C'est-à-dire que, alors certes, le déplacement domicile-travail, c'est 20 km aujourd'hui, enfin une vingtaine de kilomètres, contre 13 km il y a une vingtaine d'années. Mais voilà, c'est quand même un horizon de la proximité et que finalement, par rapport à entre migration alternante et mobilité résidentielle, c'est-à-dire je me déplace tous les jours, parfois très loin, miracle du TGV, alors peut-être pas pour les Strasbourgeois ou les Parisiens qui viendraient travailler à Strasbourg, mais qu'on voit par exemple pour des Manceaux, des gens d'Orléans, voire des Lillois. Voilà, entre cette migration alternante et je déménage pour un nouvel emploi, bien en fait c'est vraiment la migration alternante qui l'emporte, y compris pour des considérations de biactivité. 70% des couples sont des couples biactifs. Et donc, la localisation du choix de vie va l'emporter sur la localisation du choix de logement, y compris parce que le fait que l'existence professionnelle soit plus hachée, avec des interruptions, bien, on sait et alors que, par exemple, le choix de l'achat d'un logement est dans des contextes de marché du logement plus tendus, plus complexes, eh bien, on y réfléchit à deux fois avant de vendre sa maison et de décider de changer de territoire. Et donc voilà. Et puis on a prolongé ça parce que le territoire 2040 dit que peut-être on pourrait avoir un renforcement de cette préférence pour la localisation du logement avant la préférence pour la localisation de l'emploi, y compris par contre là avec une rupture qui serait que les nouvelles technologies nous permettraient éventuellement, surtout accompagnées des contraintes environnementales et des contraintes de coûts de transport, etc., eh bien, de pouvoir relocaliser, revenir dans une logique de proximité grâce aux nouvelles technologies. Voilà, c'est la question du télétravail, des autres formes du travail nomade, etc. Ça n'empêche pas le maintien de pôles de concentration, que ce soit les pôles de compétitivité ou les aires urbaines qui restent les aires dominantes d'exercice de l'activité. Mais voilà, c'est-à-dire que la question, c'est bien, ce qui nous importait, c'est la dissociation entre localisation du choix de vie, du lieu de vie et localisation de l'emploi. Deuxième dimension, là on descend, c'est du point de vue de l'entreprise.
les formes de l'emploi. Donc, depuis la révolution industrielle, on avait nourri un modèle du travail concentré. C'est-à-dire que là où vous aviez des tisserands, chacun chez eux, qui apportaient ensuite, puis les agriculteurs, enfin, j'ai pris l'exemple du tisserand, mais on pourrait le multiplier dans le travail industriel, enfin pré-industriel ou proto-industriel, donc qui exerçaient sur des petites unités. Eh bien, l'entreprise industrielle, ça a été au contraire de la grosse usine, c'est de concentrer tous ces travailleurs dans un même lieu et les faire travailler ensemble. Donc c'est là où on retrouvait la question de l'unité d'action. Et puis, et de l'unité de lieu. Et depuis une trentaine d'années, on voit un affaiblissement de cette une accentuation de la dispersion du travail. C'est le fait que les gens puissent travailler sur plusieurs sites au cours de la même journée. Alors bien sûr, il y a aussi après là on retrouve la question du télétravail. C'est déjà plus d'une personne sur 5 qui est dans cette configuration-là, d'avoir plusieurs lieux de travail. Il y a aussi les commerciaux, les travailleurs déjà nomades, les gens qui sont sur les chantiers, etc. Mais même au-delà de ces configurations-là. Et donc une interrogation plus forte à l'avenir sur un travail davantage nomade ou mobile avec les nouvelles technologies. Le fait que pour le travailleur intellectuel, les outils numériques permettent de travailler n'importe où, et je dirais aussi n'importe quand. Et qu'on a vraiment, la dématérialisation permet une transformation assez radicale de cette question. D'ailleurs, là on a mis le où, mais on le verra aussi sur le quand, de la question de la spatio-temporalisation du travail. Il y a une métaphore que je trouve très intéressante, d'ailleurs, qui renvoie plus d'ailleurs au débordement, aussi de Jean-Emmanuel Rey, le juriste du travail spécialiste des nouvelles technologies, qui était, même Stakhanov, à un moment donné, il fallait qu'il arrête et il ne pouvait pas finir sa tonne de charbon à la maison. Voilà, moi, avec ma clé USB dans mon sac, je peux avoir mon bureau partout et avec le smartphone là, qui pour le coup est dans ma poche, je peux travailler n'importe où, n'importe quand. Et ça concerne de plus en plus de gens. Là, je vous renvoie l'exercice sur TIC, conditions de travail. On voit que c'est aujourd'hui quasiment 40, 50, 60% de la population qui en fait travaille avec les outils numériques. Plus ou moins, mais quand même assez largement. Donc c'est quand même des registres assez importants. Dernier point sur cette question du où, c'est le poste de travail lui-même. Là, c'était l'interrogation sur l'open space, donc qui est pas mal mis en avant dans le débat public avec un livre qui a parlé d'open space Mathieu. Et là, nous, c'était plus l'interrogation, c'est-à-dire de considérer que finalement ces enjeux d'aménagement du travail, enfin de l'espace de travail, étaient des temporalités assez lentes, assez longues, assez structurelles, et qu'à l'horizon, y compris à l'horizon, et qui étaient plutôt gouvernés par des enjeux financiers, contraintes, réduire l'espace, et de localisation, c'est-à-dire aller sur des territoires éloignés des centres-villes, là où le foncier était moins cher, et que c'était ça qui, à court terme, donc les 20 prochaines années, allait demeurer structurant, et donc qui fait pour nous, il y avait peu de progrès à attendre dans la prise en compte des enjeux ressources humaines de ces considérations. C'est d'abord les enjeux logistiques, immobiliers et financiers qui allaient l'importer. C'est ceux qui sont structurants en France depuis 30 ans. Et aussi, et là on retrouve la question des technologies des TIC, sans doute davantage de standardisation des postes de travail. Ce qui compte, par exemple, alors c'est là où on retrouve plus la dimension générationnelle, qu'on a réintroduit, le fait que suivant les différentes générations, on voit que on peut faire un continuum entre les générations, mais qu'on voit d'ailleurs plus beaucoup, mais je dirais les générations avant baby boom, ou même des baby boomers qui étaient habitués au modèle des 30 glorieuses avec un attachement très fort au poste de travail, personnalisé, voir le bureau seul, etc. Donc le continuum entre guillemets, la génération Y, qui pour elle, ce qui compte, c'est comment elle peut personnaliser son ordinateur et son smartphone. Et donc, y compris avec des phénomènes maintenant, ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, c'est-à-dire certaines entreprises qui disent que le salarié amène lui-même son propre outil informatique, comme ça, il l'a construit comme il le souhaitait, avec ses photos d'écran et la photo de famille, elle est plus sur le bureau, la photo des enfants, elle est sur le fond d'écran de l'ordinateur. Enfin, pour finir avec ces questions concrètes, le quand travaille-t-on ? Donc là, deux problématiques. D'une part, la question du cycle de vie et des temps sociaux, c'est-à-dire que, mais c'était sur des considérations déjà assez anciennes, mais une porosité croissante des temps sociaux, et par contre avec
un système français où on avait plutôt une approche séquentielle, c'est-à-dire le temps de la formation, le temps du travail et le temps du repos, je dirais pour schématiser entre la période des études, la période de l'activité et la période de la retraite. Assez cloisonné. Par exemple, peu de cumul emploi-études en France par rapport à de nombreux pays européens, et aussi peu de cumul emploi-retraite et difficulté le passage de l'emploi à la retraite, passage assez brutal, assez rude et peu organisé pour beaucoup de personnes. Et bien ça, c'était de considérer que de toute façon, la contrainte, à la fois, ça correspondait plus aux attentes sociales, ni à l'enjeu de formation tout au long de la vie, ni à l'enjeu de maintien dans l'emploi des seniors. Et donc, on allait avoir au contraire sur un éclatement, parce que l'autre trait saillant du marché du travail français, c'était le fait comme on disait, un marché du travail concentré sur une génération. C'est-à-dire les taux d'emploi sont le maximum est très élevé entre 30 et 50 ans ou 55 ans. Et par contre, exclusion des jeunes, exclusion des seniors. Et que ça paraissait là aussi, d'un point de vue, pour des raisons sociétales et économiques, pas tenable. Donc, sans doute, transformation avec un temps plus réparti sur le cycle de vie, donc allongement du cycle de vie de travail par rapport au cycle de vie individuel. Deuxième problématique, et donc avec une transformation durable de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, porosité là aussi de ce point de vue-là, mais je l'ai déjà évoqué sur le où. Sur l'autre dimension, c'est la dimension un temps de travail plus flexible, plus individualisé, plus diversifié en 2030. Alors à la fois sur la durée du travail, là la complexité, c'est qu'on a une tendance historique à la baisse de la durée du travail, donc centenaire, et qu'on observe dans tous les pays industrialisés, quels que soient les débats sur est-ce qu'on travaille moins en France. Dans tous les pays, on constate que la durée du travail a baissé depuis plus d'un siècle. Par contre, en France, on observe que depuis 10 ans, il y a une stagnation. On n'observe plus ce mouvement historique de baisse de la durée du travail. Et donc, on a choisi de prolonger en tendance, je dirais en phénomène tendanciel, de prolonger cette tendance-là. De se dire, sur les 20 prochaines années, maintien de la stabilité de la durée annuelle du travail, ce qui traduit d'ailleurs aussi des phénomènes beaucoup plus complexes de, par exemple, hausse de la durée hebdomadaire pour, par exemple, certaines catégories, notamment les cadres, avec le phénomène de forfait jour, et de la porosité vie familiale, vie professionnelle. La question du temps de travail, le travail à temps partiel, qui est moins développé en France que dans d'autres pays européens. Voilà, et donc avec des situations assez contrastées. C'est-à-dire que cette stagnation n'empêche pas que pour certains, ça soit une augmentation, et pour d'autres, le maintien à une durée faible ou qui continue à baisser. Élément également structurant, c'est la persistance des horaires atypiques, voire leur développement, c'est-à-dire le travail de nuit, le travail de soir, le travail du week-end, samedi et dimanche, qui sont très fortement diffusés à divers titres, plus pour le travail du samedi que pour le travail de nuit, mais quand même, dans tous les cas, diffusion très forte de ces différentes modalités sur les 30 dernières années, et donc on a considéré que ça allait continuer à se prolonger. Ou sur les horaires alternés, etc. Par contre, la question qu'il y avait une pause dans l'intensification des rythmes de travail, c'est la question des conditions de travail, qu'on avait observée dans l'enquête conditions de travail 2005. Visiblement d'ailleurs, ça on n'avait pas cette donnée qui semble s'observer aussi dans l'enquête Sumer 2009, une interrogation, en tout cas on attend de ce qui allait pouvoir venir. Et puis par contre, sans doute, compte tenu des considérations sociétales, une demande plus forte de flexibilité du temps de travail et d'individualisation. Aujourd'hui, 60% des gens ne maîtrisent pas leur temps de travail, c'est-à-dire le temps de travail est imposé par l'organisation. Alors c'est beaucoup moins vrai chez les cadres, c'est 60%, c'est 60% des cadres qui eux maîtrisent, donc ça n'est qu'un tiers qui ne maîtrise pas, mais en moyenne pour les non-cadres, c'est donc plutôt plus de 60% qui ne maîtrisent pas. Et là, à un moment donné, il y a avoir une contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ces horaires atypiques, cette demande sociétale de conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec un maintien de quelque chose de très rigide et très contraignant.
hein. Et donc, voilà, nous, la porte de sortie, c'était la voie de l'individualisation et de la flexibilité, même si elle paraissait pas la plus facile à mettre en œuvre ou la plus plausible, la plus probable. Hein. C'est parce que ça oblige aussi à revoir des modes d'organisation de la société. Par exemple, je pense à l'extension de l'horaire d'ouverture des magasins. Voilà, hein. C'est à un moment donné la question de la conciliation aussi des temps sociaux. Et donc, à un moment donné, les gens, les consommateurs, enfin les individus, les travailleurs sont aussi des consommateurs. Et pour qu'il y ait plus de flexibilité individuelle, alors il y a des choses qui sont possibles par les outils techniques, hein, malgré tout, mais néanmoins, ou par ce qu'on a appelé parfois les bureaux des temps, enfin une réflexion sur des territoires de vie, des temps sociaux et de temps du travail et de la conciliation de ces différents temps. Mais il y a eu des prémices, mais qu'on n'a pas complètement vu se concrétiser sur les 15-20 dernières années. Donc par contre, voilà, il y a une interrogation. Alors, j'en passe maintenant donc au scénario. Donc on a choisi 2 scénarios, alors qu'on appelle là scénario d'encadrement. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, c'est 2 scénarios qui sont... On pousse à l'extrême 2 orientations qui ne sont pas d'ailleurs symétriques. Hein, c'est pas là, c'est un peu là, le schéma est un peu... est un peu abusif. Hein. On pourrait penser qu'il y en a un qui est haut et donc peut-être positif et un qui est bas et négatif. Hein. On descend si on fait de la vision économique, c'est voilà, ça monte, ça descend et voilà, un qui est favorable ou défavorable. Et surtout, voilà, ils partent du même point et ils ouvrent. Hein. Non, nous, c'était vraiment, l'idée, par contre, c'est bien les choses où on va très loin, on accélère, on accentue très fortement. Et dans 2 dimensions qui sont d'une part l'une, donc qui sont les questions on a parlé d'accélération et d'accentuation sociétale et technologique, c'est de prendre des situations, des domaines où nous, je vous ai dit, c'était un groupe de travail d'experts de l'administration, hein, et d'ailleurs plutôt d'experts de l'administration du travail, c'est-à-dire que dans l'équipe proche des rapporteurs, il y avait la délégation générale à l'emploi, à la formation professionnelle et la direction générale du travail. C'est-à-dire en fait les 2 grandes directions politiques de l'État français qui réfléchissent et qui font les lois en matière d'emploi et de travail. Et donc, voilà, on a essayé de considérer des événements ou des situations qui étaient exogènes de ce point de vue-là, vis-à-vis de ces acteurs, et même de la plupart des acteurs administratifs d'ailleurs. Hein. Donc, et donc, les considérations sociétales et les considérations technologiques. Deuxième scénario, qui est là, alors, pour une part des éléments exogènes, là non pas aux acteurs de l'administration, mais qui sont... Qu'est-ce qui peut se passer dans la mondialisation, dans les évolutions économiques qui donc nous échappent en partie, mais qui auraient un impact sur le travail et l'emploi. Et donc, ça c'est un élément important. Donc cette transformation, je dirais, il y a le premier scénario, c'est qu'est-ce qui se passe de toute façon en France parce que ça traverse toutes les sociétés. Et le deuxième scénario, c'est qu'est-ce qui se passerait ailleurs qui ferait qu'en France on aurait des marges de manœuvre. Donc, ce qui fait que le deuxième volet de scénario, c'est nouveaux équilibres pour un nouveau volontarisme. Hein, c'est un nouveau jeu d'acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a nouvelle marge de manœuvre qui nous amène à travailler différemment entre les différents acteurs qui sont en charge des politiques du travail et de l'emploi. Donc là, c'est l'interrogation entre la place de l'État et les autres acteurs sociaux. J'espère que j'aurai un petit peu le temps d'en parler. Voilà. Donc le scénario, alors, le scénario accélération technologique et sociale. Alors oui. Deuxième point, c'est d'un point de vue méthodologique, c'est pour construire les 2 scénarios, on a croisé 3 grandes dimensions. Je dirais une dimension économique, une dimension technologique et une dimension sociétale. Hein, donc c'est les 3 gros ensembles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et on a examiné 8 questions, 8 problématiques. Au carrefour de ces 3 problématiques. Donc, alors pour faire vite pour les citer, donc la transformation des organisations, la question de changement technologique dans l'univers travail-emploi, les conditions de travail, le climat social, la régulation de l'emploi et du travail, donc c'est toutes les questions juridiques normatives, la place du travail dans la société, les relations entre emploi et protection sociale, la mutation du système productif, et la dynamique marché du travail, employabilité, donc c'est les questions des mobilités professionnelles. Hein. Et donc, c'est la confrontation qui fait que d'un point de vue méthodologique, on a, sur chacun de ces 8 thèmes, examiné quelles étaient les tendances lourdes
au prisme des 5 questions que j'ai évoquées à l'instant, et comment on pouvait les prolonger dans les 2 scénarios. Parce qu'on a choisi de ne pas faire de scénario tendanciel, même si dans le rapport et dans la note de synthèse, vous verrez qu'on retrace quelles sont les tendances lourdes, mais ça ne fait pas pour nous le scénario tendanciel, parce qu'il n'y a pas de raison que l'une l'emporte plus que l'autre ou que toutes elles convergent dans la même temporalité à 20 ans. C'est-à-dire qu'elles sont là, peut-être certaines vont s'accélérer et d'autres moins, et donc le scénario tendanciel, c'est une combinaison assez complexe de ces tendances lourdes, et qu'on n'a pas choisi de trancher. Il nous semblait plus intéressant d'identifier des enjeux un peu extrêmes de politique publique, donc dans les 2 scénarios d'encadrement. Alors, et le scénario donc accélération technologique et sociale, donc dont je rappelle qu'ils ne sont pas symétriques, ils ne sont pas ni l'un rose l'autre noir. Ils se distinguent très fortement. Donc en fait, c'est un scénario donc accentuation du progrès technique, des innovations, de la R&D, notamment dans les TIC, mais aussi les technologies vertes, approfondissement de l'individualisation de la société, émergence de réseaux peu formels dans la société et dans l'univers professionnel. Et puis, donc, aussi, une couche à nouveau de TIC, c'est un travail fortement structuré par les TIC. Donc, c'est vraiment, je dirais, si on le ramène au travail, c'est l'entreprise 2.0 ou travail 2.0 d'un point de vue de ce scénario. Donc, ce qui fait qu'il ne se distingue pas des tendances lourdes, un peu examiné dans les 5 questions, du point de vue du contexte économique international, c'est-à-dire le contexte économique international, la mondialisation financière, la globalisation financière est pris comme une donnée inchangée, et sur les conditions de travail, la santé au travail, etc. Par contre, si j'examine, donc je reprends que 2 ensembles parmi les 8, la question du marché du travail et des mobilités, eh bien, on a un développement des marchés professionnels. En fait, on a vraiment les compétences qui sont déterminées de manière exogène à l'entreprise, en dehors. Je ne dirais pas dans la formation initiale, parce que justement, dans ce modèle-là, c'est un ailleurs. Pensons au langage informatique ou à ce qui se passe du point de vue des compétences linguistiques, etc. Le TOEFL ou le TOEIC sont des choses qui sont nées, je dirais, ailleurs de la sphère du système éducatif, et qui en même temps structurent très fortement la formalisation des compétences, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez exister sur le marché du travail, il faut quasiment, pas tous les emplois, dans certains emplois, il faut que vous soyez en capacité d'afficher un certain niveau suivant l'emploi auquel vous voulez souscrire, très élevé pour un traducteur, un peu moins pour un consultant international qui veut prétendre à l'expatriation, et encore moins pour une caissière, mais un niveau, ça dépend, une caissière qui est dans une zone touristique par exemple, un niveau de pratique de l'anglais au TOEFL ou au TOEIC. Et donc voilà, donc un développement de marché professionnel, donc en fait des mobilités externes en réseau, sur des réseaux peu formalisés, donc avec des organisations qui sont sur des réseaux très plats, avec des relations plutôt ponctuelles. Et donc ça, c'est une interrogation aussi sur la forme des relations du travail. C'est un modèle, un scénario dans lequel il y a plus de travail indépendant, plus de freelance, plus comme ça de relations ponctuelles, formalisées, sur des modèles qu'on voit parfois, par exemple, dans le cadre du marché du travail, du monde du numérique. Et donc même y compris voir l'émergence d'entreprises virtuelles, si on pousse très loin le modèle. Il y a une contrainte de réalisation donc qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a une absence de remise en cause des avancées technologiques. Ça, on pourrait déjà, rien qu'à l'énoncer, on voit que ce scénario, est-ce qu'il est très plausible, mais bon, en tout cas, voilà, c'est-à-dire que la société, mais pourquoi pas, parce que finalement, nanotechnologie, OGM, nucléaire, dans le monde du travail, c'est pas forcément ça qui est prédominant, mais qui sait. Parce que quand même, dans le scénario, c'est bien l'ensemble de la société qui fait un grand plongeon sur ces considérations technologiques. Et puis, l'enjeu et ce à quoi il peut aboutir, c'est quand même malgré tout une rénovation du rôle de l'État, avec en partie une prise de le relais par la société civile. En fait, si je prends un exemple, par exemple dans ce scénario-là, sur la question de conditions de travail, c'est pas l'État, comme il y a eu une tentative il y a 2 ans, qui fait des listes de dénonciation des entreprises qui ont des mauvaises conditions de travail. C'est Facebook ou les réseaux sociaux qui se seront créés pour l'occasion, c'est-à-dire la société civile de la base, qui désigne à l'indicte populaire
telle entreprise accusée d'avoir les mauvaises conditions de travail. Sa manière, ce qu'on a vécu sur France Télécom avec les problèmes d'irréputation en est une des illustrations. Et là, pareil, je vous renvoie à la réflexion de Jean-Emmanuel Rey. Donc, prise de relais par les acteurs de la société civile, y compris pour gérer les conséquences de fragmentation accrue des territoires, entre les territoires, les entreprises et les statuts d'emploi que peut quand même emporter ce scénario. C'est un scénario, je dirais, de la base, très individualisé, donc potentiellement porteur de davantage de fragmentation que le second scénario, je dirais, spontanément. Donc nous, il nous semblait par contre que si on pousse, c'est pour ça qu'on pousse aussi le sociétal, c'est-à-dire que c'est la société elle-même qui trouve les équilibres, les nouveaux équilibres pour gérer et qui évite qu'in fine, il y ait plus d'inégalités dans ce scénario. Parce que j'aurais dû quand même l'évoquer, il y a une des tendances lourdes qu'on a identifiées qui est le maintien de l'éclatement des mondes de travail. C'est-à-dire la segmentation de l'emploi et du marché du travail ne nous semble pas quelque chose qui est appelé à se résorber à l'avenir. Sur les considérations sur le scénario de rééquilibrage et le volontarisme des acteurs, donc bien sûr fondé sous l'avènement de nouveaux équilibres, donc je l'ai dit, un changement de l'environnement international, donc qui est en partie, c'est pas complètement exogène parce que c'est en partie de la régulation internationale du travail, donc il ne se distingue pas, et je suis obligé d'aller très vite, des tendances lourdes sur les changements technologiques, sur les transformations de la société et sur la place du travail dans la société. Par contre, du point de vue des mobilités, là, on est davantage sur les mobilités internes. Et là, pour le coup, on a des politiques actives de gestion territoriale et de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, c'est-à-dire des mobilités organisées par l'ensemble des acteurs. Et du point de vue des organisations, et on a les organisations réseau, mais fondées sur des relations contractuelles de long terme. C'est plutôt le modèle de groupe d'entreprises avec des relations contractualisées. Du point de vue des contraintes de réalisation, il ne faut pas qu'il y ait un choc économique ou diplomatique qui remet en cause une nouvelle dynamique de régulation internationale, parce qu'il y a les prémices du G20, du G8, etc. Et ça ouvre des nouvelles marges de manœuvre dont se saisissent les acteurs. Donc il y a un nouveau rôle de l'État, un État qui passe d'un État acteur à un État facilitateur. Alors sur les quatre politiques publiques, les politiques publiques, juste ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les axes de politique publique qui nous semblaient essentiels, c'était une rénovation des politiques de l'emploi pour combiner des politiques de court terme, ce qui est en fait les politiques d'emploi traditionnelles qui font du stop and go. Chaque ministre fait son nouveau contrat aidé. Là, la prise de conscience qu'après la crise qu'on vient de subir, et y compris parfois on avait réussi à faire face à la crise en sachant ressusciter parfois, je pense au chômage partiel, des dispositifs qui avaient été éteints. Et donc ça, disons, il faut vraiment être capable d'arbitrer et d'équilibrer entre des dispositifs conjoncturels et des dispositifs structurels, y compris parfois avec des règles de décision qui soient pas les mêmes, et de savoir avoir des dispositifs qui soient ponctuels et des dispositifs qui soient permanents. Et donc d'un arbitrage de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que c'est une manière assez rénovée d'entrevoir les politiques de l'emploi qui sont normalement, du point de vue, par exemple, des GEFP ou ministère du Travail, plutôt des outils très à la main du ministre pour lutter contre les chiffres du chômage du mois prochain. Il y a les enjeux de mobilité professionnelle, donc avec un grand axe autour de la portabilité des droits sociaux, ce qui nous a amené à plaider pour la mise en œuvre d'un compte individuel social, démarrant sur petit à petit, vraiment pas à pas, à partir du droit individuel à l'information d'une part et du compte épargne-temps d'autre part. Et puis sur les politiques pour favoriser le travail, puisque il nous semble que d'ailleurs il y aura une phase de nécessaire poursuite du diagnostic sur la crise du travail, ce qu'a appelé le rapport Astrée, c'est ce débat sur les risques psychosociaux qui empoisonne beaucoup d'organisations et la souffrance au travail qui ressort y compris dans les enquêtes d'opinion. Donc nécessité d'un diagnostic partagé pour construire des solutions. Et en même temps, des politiques de plus long terme qui, là, sont plus aussi la traduction des suites de la crise, qui sont d'une part la réflexion sur la transformation de la gouvernance d'entreprise avec une place plus grande laissée aux salariés dans la gouvernance de l'entreprise et sur la responsabilité sociale des entreprises, mais qui est aussi une manière de montrer que dans les deux scénarios, il y a bien une pression plus forte de la société sur les acteurs de l'entreprise. Voilà, je vous remercie.